Précédemment, nous avons abordé le sujet de l'orientation dans le cadre de la survie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite fortement à les visionner. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet du déplacement. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la majeure partie des informations présentes dans cette série d'épisodes proviennent du livre Aventure et survie, écrit par John Wiseman, ancien militaire et instructeur. Sachez qu'après avoir décidé un déplacement et déterminé un itinéraire, vous devez être en mesure de maintenir votre direction, d'adapter votre allure à la nature du terrain et à l'état du groupe et d'exploiter toutes les techniques qui rendent la progression plus facile. Cet épisode traite des techniques applicables au déplacement et doit être pris en considération conjointement avec celles expliquées précédemment. Une reconnaissance prudente peut s'avérer nécessaire pour choisir l'itinéraire le plus sûr, qui n'est pas forcément le plus évident ni le plus rapide. Les groupes doivent être organisés en fonction des moins valides, sinon il faudra prévoir leur transport. Le cours d'eau constitue souvent les routes les plus faciles pour progresser vers la sécurité s'il semble navigable et si vous êtes capable de construire un radeau. En revanche, ils peuvent constituer de formidables obstacles à franchir, soit du fait de leur dimension, du fait des dangers qu'ils représentent. Il faut donc apprendre à en estimer les risques et à choisir les meilleurs endroits et les meilleures façons de traverser si le franchissement apparaît inévitable. Que ce soit pour vous lancer dans une expédition de chasse ou pour entreprendre le retour vers la civilisation, vous devez faire preuve d'habileté dans l'interprétation du terrain et dans l'orientation, soit pour assurer votre retour au camp, soit pour rester sur l'itinéraire choisi. Même si vous n'avez pas de carte, une reconnaissance personnelle aura défini votre environnement immédiat. Deviner ce qui se trouve au-delà est bien plus problématique si vous devez l'évaluer par vous-même. Lors de courtes expéditions, repérez le terrain à mesure que vous vous éloignez pour assurer votre retour au campement. Au-delà des courtes distances, vous vous guiderez par la topographie et vous pourrez également mettre des repères le long de votre trajet. Mais s'il s'agit de rejoindre la civilisation, vous aurez besoin de tous les auxiliaires de navigation possibles. Franchir un territoire inconnu durant la nuit peut être dangereux mais s'avérer nécessaire en cas d'urgence ou dans certaines circonstances, dans le désert par exemple, où il peut apparaître plus supportable de voyager la nuit. La nuit n'est jamais totalement noire et la vision jamais complètement nulle, même pour l'homme. Cependant, du fait qu'il est difficile de distinguer nettement les choses, on se trouve facilement désorienté, ce qui donne la sensation d'être perdu. Une boussole peut être donc utile pour conserver sa direction et dissiper cette crainte. Il fait toujours plus sombre sous les arbres qu'à découvert, restez donc en terrain découvert si possible. Pour examiner un objet la nuit, mieux vaut regarder un de ses bords et non directement son centre. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit s'il y a une masse sombre au milieu, mais les contours se voient plus clairement. Lorsque les yeux se sont habitués à l'obscurité, on distingue de plus en plus de choses à mesure que s'accroît la vision nocturne. Il faut environ 30 à 40 minutes pour s'accoutumer à l'obscurité. Cela fait, il est indispensable de se protéger les yeux de toute lumière vive. Faute de quoi la vision nocturne sera altérée un bon moment. S'il est absolument inévitable d'utiliser une lumière, fermez un cil afin que la vision de celui-ci au moins soit conservée. S'il faut par exemple consulter une carte, un fil rouge placé sur la torche permettra de préserver la vision nocturne. L'ouïe est un sens primordial dans l'obscurité. Le bruit d'une rivière, par exemple, est une bonne indication de la vitesse de son courant. On peut sentir la végétation dans le noir et les odeurs familières qui permettent également de les identifier. Il est recommandé de marcher doucement dans le noir et de tâter le sol à chaque pas avant d'y porter tout votre poids. Pour descendre une pente, tâtez-le en traînant les pieds.
Dans la jungle épaisse, vous pouvez être obligé de vous frayer un chemin s'il est impossible de le contourner. Tranchez les tiges de haut en bas, aussi près du sol que possible et de chaque côté afin qu'elles tombent en dehors du chemin que vous tracez et non en travers. Évitez de laisser des pointes en place, celles du bambou peuvent être fatales si quelqu'un trébuche. Les hautes herbes et les plantes rampantes peuvent souvent être coupées et piétinées. La végétation de la jungle semble être couverte d'épines et de piquants. Vous risquez d'être obligé de vous contorsionner pour éviter ces plantes. Gardez quelque chose au pied pour les protéger des jeunes épineux, des serpents et des insectes piqueurs. Arrêtez-vous fréquemment pour enlever les parasites. Certains provoquent des infections au bout d'une heure. Si une rivière est assez large et navigable, il est plus facile de profiter du courant que de marcher à côté. En cas de nécessité absolue, on pourra essayer de fabriquer des canoës en brûlant ou en creusant l'intérieur d'un tronc d'arbre pour faire une pirogue ou en recouvrant une armature de saule avec de l'écorce de bouleau ou des peaux ou en copiant les bateaux de roseaux fabriqués dans l'ancienne Égypte ou en Mésopotamie et que l'on trouve encore aujourd'hui sur le lac Titicaca au Pérou. Tous sont difficiles à fabriquer assez solidement pour résister à un voyage sur l'eau et les peuples qui les fabriquent de manière traditionnelle confient en général ce travail à leurs spécialistes. En amont, les cours d'eau sont étroits et rapides. Bien que les berges risquent d'être escarpées et rocheuses, il sera souvent possible de trouver un endroit pour traverser si l'eau n'est pas trop profonde. Vous pouvez passer à quai. Certains membres du groupe sont peut-être capables de franchir le flot en sautant ou de bondir de rocher en rocher à travers le lit. Mais cela ne sert à rien si les autres ne peuvent pas le faire. L'estuaire d'une rivière est large, avec ses courants violents et soumis aux marées qui peuvent se manifester sur plusieurs kilomètres en amont de l'embouchure. Ainsi, évitez de traverser à cet endroit à moins d'être équipé de bateaux ou de radeaux. Retournez en arrière vers un endroit plus pratique. Dans tout secteur large, et en particulier près de la mer, ne partez pas, même avec des bateaux ou des radeaux, de l'endroit que juste en face de celui que vous comptez atteindre. Mais étudiez comment le courant va affecter votre traversée et tenez-en compte. N'entrez jamais dans l'eau, sauf s'il n'y a pas d'autre moyen de traverser et choisissez soigneusement le point de passage. Évitez les rives escarpées qui sont difficiles à gravir. Évitez les obstacles dans l'eau. Le courant risque d'être plus fort à l'extérieur des courbes et les berges escarpées peuvent être en surplomb, rendant ainsi l'accostage impossible. Cherchez une portion de rivière calme. Les cailloux constituent le meilleur terrain pour traverser. Bien, j'espère que les informations relatives au déplacement dans le cadre de la survie vous auront été utiles. Évidemment, je ne vous ai partagé qu'un résumé du sujet afin que cette vidéo reste digeste. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir mon site internet dont le lien est en description de cet épisode.